Le Fab Lab, ce sont des potes. Ils ont fait une tour Eiffel au-dessus de ça, en 5 chaque pied, avec. Permettez-moi, avant d'entamer cet entretien, ce petit préambule. Je ne suis pas un spécialiste de la typographie, seulement un écrivain solidaire de ceux qui l'impriment. Né dans une famille de fondeurs de caractères d'imprimerie, je me suis depuis l'enfance demandé comment il se faisait que ces petits parallélépipèdes que sont les caractères d'imprimerie transmettaient l'abstraction. J'ajoute que cette fonderie typographique que dirigeaient mes ancêtres depuis plusieurs générations s'appelait la fonderie de Berny et Peignot. Le nom de Berny doit vous dire quelque chose. C'est celui de la Dilecta, cette femme avec laquelle vivait Balzac avant que ce soit avec Madame Hanska. C'est Madame de Berny qui, un temps, a financé l'entreprise de fonderie typographique de son amant, lequel entendait non seulement écrire des livres, mais les éditer et les imprimer lui-même. Ainsi commença-t-il par le commencement, par s'essayer à fabriquer des caractères. Comme la plupart des entreprises dans lesquelles l'écrivain s'est lancé, la firme de Berny périclita et son fonds fut racheté par la fonderie Peignot. À ce fait d'histoire, il faut ajouter cet autre, que nombreux sont les écrivains qui se sont souciés de typographie. Erasme, Rétif de la Bretonne, Mallarmé, Valéry, Derrida, Roland Barthes, tout récemment Quignard et bien d'autres. Enfin, j'ajouterai qu'allergique à l'ordinateur, je répète la formule, écrivant encore dans tout ce que j'écris à la plume, je ne suis content de ma page et bien sûr évidemment de ce que j'ai produit que si je suis satisfait de la mise en page autant que de la graphie de mon papier. Mais ceci est une autre histoire. Je reprends l'idée d'Olivier. Quand on soulève une pierre dans une forêt, ça grouille en dessous. Soulever le sujet de l'écriture, c'est s'en prendre à l'histoire de l'humanité. Nombreux sont ceux qui confondent écriture et langage et alphabet. Je vous dirai d'entrée de jeu, tout de suite, qu'il existe 6000 langues pour 400 écritures. Voilà déjà quelque chose dont je suis à peu près sûr que vous ne cerniez pas tout à fait très bien cette idée. Bien, d'autre part, mon sujet, je n'oublie pas, c'est la typoésie. Mais la typoésie s'inscrit, au fond, dans l'histoire de l'écriture. Alors, cette histoire de l'écriture, je l'ai résumée relativement succinctement, vous l'avouerez, sur ce graphisme. Et c'est un peu ce que je voudrais, le résumé de ce que je voudrais vous démontrer. Partons du sud. Et au sud, vous avez écrit le mot concret. Sous le mot concret, vous avez écrit avec raison hiéroglyphe. Par là, j'entendais que, par la référence au mot concret, que l'écriture s'écrit avec du concret. Dans les hiéroglyphes, ce sont des images, des poissons, des serpents. Dans les pictogrammes aussi, ce sont des images, des poissons. Peu à peu, prenons le pictogramme. Le pictogramme s'est transformé en écriture cunéiforme à cause du support en une écriture devenue abstraite. Peu à peu, à force dans la terre glaise d'enfoncer des bouts de roseau, on est arrivé à styliser au point les images, les styliser au point qu'on ne reconnaissait plus leur forme. Après quoi, vous avez écrit, avec raison, vous avez écrit idéogramme. Nous allons reparler de l'idéogramme quand nous allons défiler les images, mais derrière chaque idéogramme, je vous donnerai la démonstration, derrière chaque idéogramme, les sinologues savent retrouver le pictogramme qui l'a généré. Puis, peu à peu, toujours avec le temps, on est arrivé à l'écriture syllabique,
Et enfin, je vais à gros sabots, on est arrivé à l'abstraction avec l'alphabet. Une fois qu'on a inventé l'alphabet, on a basculé sur ce cercle du côté, disons, de l'Est, et on a vu réapparaître finalement la volonté d'un retour au concret. Ça a été le calligramme. Les premiers auteurs de calligramme, enfin, c'est encore assez tardif, c'est Simmias de Rhodes, c'est trois siècles avant Jésus-Christ. Simmias de Rhodes. J'ai fait un livre sur le calligramme aux éditions du Chêne, traité du calligramme, où je démontre, là je reviens à mon idée du sacré, je démontre que tous les calligrammes, que ce soit dans l'écriture romaine, mais aussi dans l'écriture arabe, ou dans l'écriture juive, ou dans l'écriture cyrillique, tous les calligrammes font référence à des textes sacrés. Il y a donc sûrement, en tout cas, une volonté, quand on revient par l'entremise du langage au concret, la nécessité de revenir finalement à la création du monde. Bien, alors, je vais bientôt terminer mon affaire. La poésie visuelle a été inventée par Gumringer, dont vous allez voir quelques œuvres, dans les années 1920. C'est surtout en Allemagne qu'elle s'est développée, puis ensuite beaucoup au Brésil, les frères d'Ocampos, et puis ensuite beaucoup aussi en Italie, un peu en Amérique. Mais j'ai donc inventé une forme de poésie visuelle que j'ai appelée la typoésie, en utilisant un mot, disons, à la James Joyce, un mot valise, par lequel je prouve qu'il n'y a pas de typographie sans poésie, mais il n'y a pas de poésie sans typographie non plus, et qu'en fait, les deux se tiennent. Voilà sous le sceau lequel j'ai placé cet entretien, écrire de telle manière que les gens, en lisant, éprouvent une espèce de plaisir physique. Je dirais presque que c'est la politesse de celui qui écrit. Plaisir physique. Cette phrase a été, comment dire, reprise un peu par Roland Barthes, qui lui parle de pratique corporelle de jouissance. La lecture aussi a quelque chose d'un engagement de notre personne entière, finalement. Bien, donc, il y a derrière le processus même de l'écriture, comme dans celui de la lecture, une volonté d'introduire le corps, que le corps est un rôle, que le corps a un rôle d'équilibre. Je disais dans mon introduction que d'écrire, quand je ne suis pas content d'un de mes textes graphiquement, je n'en suis pas content non plus intellectuellement. Et tout se tient. Bien. Je pense que les lettres que vous voyez là, ce sont celles d'Albert Dürer. Albert Dürer a dessiné des lettres magnifiques, mais pour dessiner ces lettres, il s'est servi de lois mathématiques. Et ces lois mathématiques, ces lois mathématiques, à laquelle, entre parenthèses, je dis ça en passant, vous vous référez sur vos ordinateurs. Vous vous référez sur vos ordinateurs quand vous avez la gentillesse de digitaliser les caractères dont vous vous servez. Mais quelquefois, d'ailleurs, vous vous servez de vos ordinateurs et de votre digitalisation
pour détruire les caractères. Il existe, par exemple, j'ai découvert ça, des garamons bold, des garamons demi-bold. J'ai vu aussi des garamons italiques. Enfin, j'ai vu des ordures typographiques, mais rentables, tout à fait rentables. L'image suivante, c'est l'image de la commission Jaujon de l'imprimerie nationale, qui avait été sous Louis XIV chargée d'élaborer un caractère d'imprimerie. Ce caractère d'imprimerie, il fallait, pourquoi on se le demande, il fallait qu'il obtempérât à des lois mathématiques. Alors ils ont créé ce caractère qu'on appelle le Grandjean, et comme par hasard, le Grandjean, je ne sais pas si vous vous avez jamais servi du Grandjean, mais il n'a pas d'existence. Un caractère qui ne se réfère pas à la main, ne peut pas avoir de vie. Voltaire avait une passion pour un caractère qui s'appelle Baskerville. Et il avait un admirateur qui s'appelait Beaumarchais. Et Beaumarchais aussi s'intéressait beaucoup à la typographie. Baskerville était un dessinateur anglais qui vivait à Londres, mais il était mort. Alors, ce caractère Baskerville, Beaumarchais, qui était plus ou moins un agent secret de Louis XV, décide d'aller à Londres pour essayer de l'acheter à Madame Baskerville et de le transférer à Kehl en Allemagne, où on imprimait l'œuvre de Voltaire, car l'œuvre de Voltaire était interdite en France, comme beaucoup d'autres. Finalement, ce transfert a pu se faire. Mais cette affaire n'a pas malheureusement duré très longtemps parce que l'imprimerie en question n'a pas pu tenir la route. Beaucoup d'ennuis a fait que finalement elle a été obligée de déposer son bilan. Et tout son matériel typographique a disparu. Et puis voilà que, à la fin de cette guerre, nous sommes en 1945-46, mon père, Charles Peignot, il se promène sur les quais et il découvre, enveloppé dans un papier journal, quelques poinçons du Baskerville. Il le fait savoir dans une revue, je crois que c'est la revue Caractère qui existait, avait déjà reparu. Et il le fait savoir dans un article. Quelques jours de là, il reçoit un coup de téléphone. Monsieur Peignot, je m'appelle monsieur... comment s'appelle-t-il déjà? Je suis l'ambassadeur de France à Londres. Nous avons cherché monsieur Massigli. Nous avons cherché par la voie diplomatique quelle était la manière de remercier Sa Gracieuse Majesté le roi Georges VI d'avoir bien voulu accueillir le gouvernement de la France libre à Londres, et Sa Majesté nous a dit qu'elle serait très désireuse de recevoir les poinçons du Baskerville que vous détenez. J'ai fait moi-même à mon tour un article, oui, la liberté contre une poignée de poinçons de caractère, bon poids, bonne mesure. Ce caractère ne devrait pas s'appeler Peignot. Il avait été convenu entre Cassandre, dont j'étais l'ami, il avait été convenu entre Cassandre et mon père que ce caractère s'appellerait le Georges Peignot. Mon grand-père, donc, a lancé le Grasset, l'Oriole, le Naudin, enfin une quantité considérable de caractères. Et mon père, lui, n'a fait que finalement prendre le talent des autres pour se l'attribuer. C'est ce qu'il a fait avec Cassandre, et quelle n'a pas été la stupéfaction de Cassandre quand le caractère est sorti. Il a vu que le prénom de Georges avait disparu, que le caractère ne s'appelait plus que le Peignot. Ce caractère est très intéressant
parce que c'est une onciale. C'est une onciale. Cette onciale, qu'est-ce que c'est qu'une onciale? Ben, vous savez, il y a des capitales, il y a des minuscules, et puis il y avait des onciales. Mais les onciales ont disparu. On ne sait pas pourquoi. L'onciale était... Alors, qu'est-ce que c'était qu'une onciale? L'onciale était une écriture, finalement, c'était une écriture finalement religieuse, finalement. Le fameux Book of Kells ou le Book de Lindisfarne d'Irlande, de Saint Colomban, hein, c'est une écriture religieuse extrêmement travaillée et qui a disparu, probablement justement à cause de son lien avec la religion chrétienne qu'elle véhicule avec dans une splendeur graphique. Bien. Cette onciale a été mal reçue, très mal reçue. Dès qu'on change un petit peu les habitudes, c'est assez amusant. Donc l'onciale, c'est quelque chose qui se trouve à mi-chemin du capital et du bas de casse. Bien, les phrases magnifiques de Paul Valéry sont en peigno. C'est la première fois que le peigno est apparu, c'était pour l'exposition de 1937. Lisez cette phrase magnifique de Paul Valéry. Dans ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les ouvrages de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée. L'une n'est rien sans l'autre. La main prodigieuse de l'artiste. Le rôle de la main sur les touches de l'ordinateur. Enfin, je vous laisse rêver. Je connaissais bien Cassandre. Et je lui avais envoyé mon livre qui s'appelle « De l'écriture à la typographie ». De l'écriture à la typographie, que j'avais publié dans la collection, c'était un tour de force, dans la collection Idées chez Gallimard. C'était la première fois qu'on parlait de typographie dans le livre de poche. Et je suis allé voir Cassandre. Et je lui ai dit, comment dessinez-vous un caractère? Alors il me dit, mais la première chose que je fais, c'est de croiser les bras, c'est de fermer les yeux, et ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, ça peut durer un an. J'essaye mentalement de me rendre maître de la contreforme, c'est-à-dire du vide que définit le caractère, soit le vide intérieur de la lettre, soit le vide extérieur. Et ce n'est que quand je suis parvenu à me rendre mentalement maître de la contreforme que je me lance à dessiner un caractère. C'est comme ça que j'ai dessiné le Cassandre. Alors il me dit le peigno, je lui dis non, le Cassandre. Et ensuite qu'il a dessiné le Bifur. Le Bifur est considéré comme finalement un sommet de la typographie contemporaine. Et Cassandre m'explique, mais alors, finalement, je me suis estimé tellement maître de mon vide que je n'ai pas eu besoin de le dessiner tout à fait. Et puis je me suis aperçu en cours de route que puisque je ne l'avais pas dessiné tout à fait, vous, lecteurs, vous alliez le finir. Donc, mon schéma de caractère vous a piégé. Donc c'est le but que rechercher avec un caractère de publicité, c'est finalement le meilleur moyen de convaincre un acheteur, c'est de le faire travailler à la publicité du document ou de l'objet qu'il va se procurer. Alors cette page-là qui est sur l'écran est merveilleuse, elle est extraordinairement saisissante. Vous l'avez d'ailleurs magnifiquement reproduit en informatique. Tout à fait. Informatique. La page suivante est fantastique aussi. Il faut dire que Cassandre avait créé avec un de ses copains qui s'appelait Blaise Cendrars. C'est un écrivain, très grand écrivain, Blaise Cendrars, qui avaient créé un petit atelier typographique qui s'appelait l'Alliance graphique. Alors l'idée de Cendrars, c'était ne le rend pas illisible.
il a fait ils ont fait tous les deux tous les efforts possibles et imaginables pour essayer, avec ce caractère bifure, de rendre la page illisible. Il n'est même pas arrivé à la rendre illisible. Magnifique publicité de mon frère Rémy, superbe typographie, superbe. Mon frère était un graphiste extraordinaire. Malheureusement, il est mort, mon pauvre Rémy, mais il faisait des choses absolument sublimes. Mais il a fait cette page de publicité. De son côté, n'allons pas trop vite. De son côté, on s'aperçoit que le souci de M. Frutiger, inventeur du caractère univers, c'était de vendre un produit commercial. Il nous propose tous les corps, hein, c'est bien celle-là, oui. tous les corps. Ensuite, pourquoi faire un caractère univers? Notre ami Mandel, que vous avez sans doute connu, qui était un des grands connaissances de l'écriture, Mandel disait, pourquoi faire un caractère univers? La visigothique et l'écriture des Espagnols, la bénéventine et l'écriture des Italiens, la francia mérovingienne et l'écriture du monde de l'Europe du Nord. Pourquoi écrire Je me souviens que Mandel avait été sollicité par les Portugais de dessiner un caractère spécial pour le bottin téléphonique portugais. Les Portugais n'ont pas le même type de caractère que nous autres. La seule idée, il n'y a qu'un Suisse pour sortir une connerie pareille. La seule idée de Frutiger, c'est de créer un caractère qui se vende le plus possible, au monde entier. Moi, ce que je veux, c'est les retours de ça, du Didot. Bien que cette idée de l'extrême contraste du plein et du délié me chagrine, enfin, c'est pas mon potage, mais j'aime bien cette courbe, j'aime bien cette aisance, cette grâce. Pourquoi nous aimons les opéras de Mozart? Parce que nous entendons les voix humaines. Seules les voix humaines sont capables de rendre ce qu'aucun instrument de musique ne peut rendre. Eh bien, de la même façon, seule la main est capable de retranscrire quelque chose de la chaleur de l'écriture manuelle. Alors, il y a un caractère qui illustre ça de façon magistrale, c'est les Grecs de Garamond. Mais ces Grecs de Garamond fourmillent de ligatures. C'est tellement beau, finalement, que d'une certaine façon, les Grecs ne se sont pas servis des Grecs du roi de Garamond. Probablement parce que l'écriture est trop belle. Elle vous entraîne dans une espèce de tourbillon, et elle est trop belle, elle n'a pas commercialement plu. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et il ne faut pas croire, comme M. Frutiger, que c'est le commerce qui a le pas sur la valeur plastique. Je reviens un petit peu, permettez-moi, à cet ordinateur de malheur. J'ai dit, je faisais passer un doctorat à un jeune garçon qui voulait entrer et finalement, je lui ai donné, enfin, j'ai contribué à lui donner mon quitus, sa thèse. Il voulait entrer à l'école d'architecture sur le sujet de l'écriture et de la typographie. Et j'ai dit tout d'un coup, j'ai sorti cette phrase, avec un peu de courage, mais quand même. Merci, monsieur, vous me donnez l'occasion de dire enfin tout le mal que je pense des ordinateurs. J'ai été applaudi à tout rond par toute la salle. Non. Ce n'est pas de l'ordinateur que je dis du mal. Mais je dis du mal des gens qui utilisent l'ordinateur sans avoir étudié la typographie, sans avoir étudié l'art graphique, et qui, parce que cet ordinateur de malheur approximativement
et qui permet toutes les licences, le Garamond Ball, le demi-ball dont je parlais tout à l'heure, mais toutes ces horreurs typographiques, il croit pouvoir simplement continuer, se passer d'un enseignement. Non, non, on ne peut pas se passer d'un enseignement. Image suivante. Oubliez un moment que vous êtes des graphistes, pensez que vous êtes des écrivains ou des lecteurs, tout simplement. Et souvenez-vous que la plus grande qualité d'un caractère d'imprimerie, c'est de se faire oublier. Si on ne voit pas le caractère, c'est qu'il est réussi. S'il vous accroche l'œil, c'est que ça ne va pas. Typoïsie. C'est Massin qui a fait la couverture. C'est Massin qui a fait la couverture. Je la trouve très très bien. Moi je suis très très content. Je suis très content de mon mot typoïsie. Très content. Très content parce que voilà, on s'aperçoit qu'on ne peut pas séparer la poésie de la typographie. Mais d'ailleurs, on ne peut pas séparer rien de la typoésie et de la poésie. Finalement, la raison pour laquelle nous vivons, c'est pour soutenir la poésie, pour défendre la poésie. Elle a très bien marché, la poésie visuelle, au moment de 68. Vous vous souvenez que les étudiants luttaient contre la société de consommation, ce cloaque qu'était le bébé nourri au Coca-Cola. C'est ça qu'il a voulu démontrer. Ensuite, Eugène Gumringer est l'inventeur de la poésie visuelle. J'ai un texte de lui, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le lire, mais que j'ai là, on verra. Ici, encore Gumringer, le vent dans tous les sens où il s'oriente. Après, un poème érotique. Une figure à trois. Ensuite, une merveilleuse représentation d'un... Je ne sais plus comment il s'appelle. Tim Hawkers. Ce sont toutes les écritures et tous les chiffres plutôt, toutes les différentes façons de chiffrer dans le monde. Merveilleux. Tom Hawkers, je crois qu'il est écossais. Après, c'est Loubaline. Tout le monde connaît Loubaline. Plus le poème visuel est sobre, plus il est fort. Le Sleep et le Dead, c'est Loubaline, Herbert Loubaline. Vous connaissez, tout le monde connaît Herbert Loubaline. Ensuite, Stedt, ça veut dire Stedt en allemand, ça veut dire toujours. Et l'éclipse, c'est Alan Riddle, je crois. Tout à fait. Hein? Alan Riddle, c'est un anglais. Ensuite, Gumringer. Alors il a mis Rome à la place de Moscou, il a changé complètement, il a mis Bologne quelque part en Suède. Enfin, on est nulle part, on est partout, on est en pleine poésie. C'est de Gumringer. Alors le Man Ray, je ne sais pas où je l'ai trouvé et je ne sais pas de qui il est. Mais c'est sublime. C'est sublime. Plus c'est sobre, plus c'est fort. C'est ça qui m'agresse, la publicité dans la télévision. On vous en fout plein la vue, mais on ne voit rien, on ne voit plus rien. Tandis que là, paf, c'est percutant. Sao, cochon, dehors, les Américains. C'est un poème visuel fait pendant les événements de 68, où simplement les mots sont... Simplement. Alors, là, le suivant est extraordinaire. Voilà. Vous lisez, puis vous lisez le mot philosophie. D'accord. Vous avez lu? Bon, alors maintenant on tourne. En la retournant, on retrouve le mot philosophie. C'est extraordinaire, fabuleux. Le suivant est aussi magnifique. C'est d'un type qui s'appelait Jean Dupuis. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est vraiment extraordinaire.
Et on se demande quelquefois que ce que nous arrivons à créer tient du prodige. De nouveau, Lou Balin, Mother and Child. Lou Balin. Lou Balin, c'est de 1966. Après, c'est moi qui l'ai trouvé, je ne sais plus où. C'est un graphiste qui a fait ça avec génie. Il s'agit du Sein und Zeit de Heidegger. Heidegger a écrit un livre célèbre qui s'appelle L'être et le temps. Et l'être et le temps, ça se dit Sein und Zeit en allemand. Et bien voilà, l'être et le temps, il a emboîté l'être et le temps de manière absolument magnifique, absolument magnifique. Là, c'est Michel Léris qui aimait beaucoup jouer avec les mots et qui a fait un livre qui s'appelle Glossaire, Gissère, mais glose, qu'il a agrémenté de ces images. Je vous invite à aller à Metz en ce moment même, où se trouve une magnifique exposition Léris qui était mon ami, que j'ai très très bien connu, et qui a fait avec ses... Alors, vous voyez, les mots emboîtent les uns sur les autres, un petit peu comme des Legos. La dernière, l'image suivante c'est une image en caractère idéogrammatique chinois. Ça veut dire, en gros, ça se lit dans tous les sens, et ça veut dire le vent souffle dans les bambous frais. Le vent frais souffle dans les bambous. Et ça se lit de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de tous les sens. Après, c'est un... C'est un Magritte. Un Magritte. Toujours cette ambition de revenir avec des signes graphiques au concret. Alors, Solidarnosc, là aussi, j'ai un texte aussi à vous lire si j'ai le temps à propos de ça. On n'a pas le temps. Oui. Si on veut voir les 60 autres. Alors, Solidarnosc, c'est extraordinaire parce que par la qualité graphique de ce logo, de ce poème visuel, les auteurs prouvent la solidité de leur démarche politique. Du moment que ça fait cette image et que le mot dit la chose avec une telle précision et une telle force et une telle beauté, on ne peut plus contester la valeur intrinsèque de leur combat. Ça, c'est la publicité, mais c'est quand même très bien. Donc on peut faire de la très bonne publicité, à condition d'avoir un petit peu de jugeote. Mais beaucoup à la télévision en particulier, je ne parle que de la télévision, on vous accumule des images, on vous les renvoie dans la figure, on vous les retire, mais on n'invente rien. Il n'y a pas d'art, informatique. Je ne le connais pas. Peut-être... Il y en a. Vous me le montrerez. Promis. Ah, ça c'est magnifique. C'est un monsieur qui embrasse une dame, tout ça. Puisque le texte, c'est de lèvres sur tout le corps. C'est un drôle de boulot. Ça, c'est les gens de mai 68. Ils ont tort d'ailleurs. Parce que, en fait... Je crois qu'ils ont tort. Oui, ils ont tort. Parce que le point levé, c'est pas le bras droit, hein. C'est le gauche. Le droit, c'est la violence. Le gauche, c'est l'unité. Il ne faut pas se tromper quand on est un révolutionnaire. Voilà mes petits poèmes. Je crois que mon ami Xavier Barral est dans la salle. Et c'est lui qui va réimprimer ma petite poésie. Regardez-les un petit peu. C'est pas moi, je n'ai fait qu'écrémer finalement ce que la langue, la typographie m'apporte. Et voilà ce que j'en ai fait.
Vous auriez pu en faire autant, il vous suffisait de vous attarder un petit peu, on revient encore un peu en arrière. Oui, vraiment, je ne comprends pas, d'ailleurs, la vanité d'auteur. Je n'ai pas de vanité, je n'ai fait que, comment dire, répondre à l'appel de la langue qui s'offre. Alors, chaque fois, il y a une légende qu'il faut lire, évidemment, et qui remet dans le... Parce qu'après avoir fait, donc, la typoésie, l'anthologie, entre parenthèses, quelquefois, on peut s'exprimer davantage avec une anthologie qu'avec une œuvre personnelle. Mais je me suis risqué à me lancer moi-même alors dans la poésie visuelle. Et cette fois, les 10 poèmes ne sont que de moi. Ils sont un peu en désordre là, mais dans le livre, ils sont rangés par chapitre. Il y a toute une construction, il y a une préface aussi, à laquelle j'attache une importance. Enfin... J'ai moi-même découvert des choses en écrivant. Ah, en écrivant, en tenant en écrivant ces poèmes visuels. Ah, je suis très content de cette image-là. Très, très content de cette image-là. Oh, c'est peut-être celle qui me plaît davantage. Tu peux l'agrandir. Malheureusement, je ne peux pas. Et la suivante aussi, celle-là est magnifique. La légende, je vous la lis. Cohorte de déshérités refusant de se laisser mettre entre parenthèses. C'est magnifique, ça. Alors là, c'est formidable, parce que je suis arrivé à écrire un texte entier qui s'appelle, Toutes les pommes se croquent, et j'ai écrit en dessous divertissement typoétique en 5 actes. C'est une histoire. Un monsieur rencontre une dame. Il y a un troisième larron qui se présente. Il y a un duel. Ils vont se tirer dessus. Il se fait enfermer, mettre en prison. Ça s'appelle « Toutes les pommes se croquent ». N'oubliez pas le titre. Et puis alors, ensuite, voilà, ils font l'amour. Ils font l'amour. Je me suis aperçu d'ailleurs que finalement le thème de l'amour est très propice à la poésie visuelle. Comme si l'accollement des lettres, regardez, c'est extraordinaire, l'accollement des lettres se pliait à l'amour. Rose, Eros, oser. Extraordinaire. Là aussi, c'est extraordinaire. Vous savez peut-être, vous vous souvenez peut-être que le fleuve Alphée est amoureux de la fontaine Aréthuse. Alors les A, R, H, E de Aréthuse et de Alphée se recoupent exactement. Extraordinaire. Ah, ça aussi, les seins de Chimène. Peut-être que vous ne savez pas que au-dessus de la paire de seins, le signe qui est là, c'est le signe point d'orgue en musique. Ça veut dire que c'est le plus beau passage du morceau. Ça, c'est le mot inouï. Je prétends que c'est ce qu'on a dans les yeux quand on fait l'amour. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Encore une fois, c'est pas moi. Hommes et femmes, regardez bien, hommes et femmes, c'est extraordinaire aussi. Alors voilà, ils se fâchent, ça ne marche pas, il y a des tas de problèmes. C'est toute une histoire qui se développe. Voilà, bon, voilà. Maintenant, causons.